Ou en plein écran? Oui. Oui, OK. Bon. Donc, merci pour l'introduction. Et aussi, peut-être, comme vous venez de le mentionner, ancien étudiant à l'Université de Sherbrooke, donc ça fait plaisir de revenir, même si c'est virtuellement, ça fait plaisir de revenir aux sources. Je voyais, entre autres, là, dans la liste de participants, là, plusieurs personnes avec euh, qui étaient là dans mes années et qui m'ont enseigné, là. Donc, très content de pouvoir être de retour aujourd'hui. Euh, Comme ça a été mentionné, je vais passer un peu en revue le programme des données fondamentales de la cartographie des zones Ouais. inondables. Oh, pardon. Euh, j'ai un petit peu de feedback. En tout cas, si quelqu'un... OK, je pense qu'on est correct. Euh, donc, ce que je disais, c'est je vais passer un peu en revue le programme, puis pour vous donner un aperçu un peu des différentes activités qu'on fait au Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre euh, pour nos activités de cartographie des zones inondables. Puis vous allez voir, c'est probablement un peu différent du type de présentation que vous avez l'habitude d'avoir, où est-ce que je n'irai pas en détail dans chacune des activités qu'on fait. On n'a pas vraiment assez de temps. Mon intention, c'est plutôt de vous montrer un peu l'étendue des activités qui sont nécessaires pour pouvoir répondre à des priorités gouvernementales comme celles qu'on nous a confiées. Euh, donc, j'espère que ça va quand même vous intéresser, puis que ce sera peut-être un tremplin pour qu'on puisse avoir des discussions peut-être plus précises sur certains points qui vous intéressent plus particulièrement. Donc, peut-être pour commencer, là, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux inondations? Je pense que c'est assez clair, même si on n'a pas tous été victimes d'une inondation, quand ces événements-là arrivent, puis qui arrivent dans des zones populées, ça capte un peu l'attention à grande échelle. On a juste à penser à certains événements qu'il y a eu au cours des dernières années, là. Je pense entre autres aux inondations qu'il y a eu dans la région dans l'Outaouais, puis dans l'Est ontarien en 2017, en 2019. Il y a eu aussi des événements assez catastrophiques là, à Toronto en 2018, en 2013, même chose pour Calgary en 2013, et puis encore là à Montréal en 2017 et 2019. Euh, au, on ne s'attend pas non plus à voir une diminution, même qu'on s'attend à ce que ces événements-là aient une certaine progression au cours des prochaines années là, avec les changements climatiques qu'on vit en ce moment. Tout semble pointer vers des problèmes où on a des indicateurs qui nous poussent à croire que justement ces problèmes-là vont être exacerbés au cours des prochaines années, euh, principalement en raison de tempêtes plus importantes et plus fréquentes, des changements dans la fonte du couvert nival et puis l'augmentation du niveau des mers. Euh, Au niveau, juste si on regarde le niveau financier seulement pour le gouvernement fédéral, c'est quand même des considérations très importantes. Euh, le gouvernement fédéral agit un peu en tant qu'instance de dernier recours pour venir payer la note, si on veut, de ces événements-là. Et au travers du programme de Disaster Financial Assistance Arrangement. Euh, Puis l'évaluation, c'est que les inondations sont environ trois quarts des dépenses qui sont encourues annuellement pour ces événements-là, à la hauteur d'environ 675 millions par année. Puis ça, c'était des chiffres de 2016. Donc, encore là, si on s'attend
à une augmentation, ça devient quelque chose qui est vraiment significatif pour le fédéral. Puis on parle encore là seulement du niveau fédéral et non des coûts associés à tous les autres paliers de gouvernement. Euh, Puis évidemment, quand on parle d'inondation, on ne parle pas juste non plus de dommages en termes monétaires, mais il y a aussi des considérations humaines très réelles. Euh, Puis ça va de perte d'emploi, perte de revenus, relocalisation de communautés, déplacement de population, puis toutes les questions de stress mental et physique qui sont associées à ça, la perte la perte de patrimoine, les dommages environnementaux, etc. Euh, Puis une autre raison un peu pour laquelle on s'intéresse à ces questions-là, c'est que il y a le FEMA aux États-Unis a des chiffres assez intéressants sur le retour sur investissement pour les mesures d'atténuation ou de réduction de risque des inondations. On évalue à environ 7 pour 1 le retour sur l'investissement. Donc, il y a vraiment un incitatif très grand à entreprendre des projets pour venir ou bien atténuer les impacts ou venir minimiser le risque. Ces projets-là, ça peut être structurel ou non structurel. Par exemple, pour des projets structurels, on peut penser à des digues. Non structurels, ça peut être des décisions au niveau plus politique sur le développement et puis la relocalisation de personnes affectées. Mais pour que ces mesures-là soient efficaces, il y a quand même un besoin de savoir où ce risque-là se situe. Puis c'est un peu le cœur du problème qu'on a en ce moment. Puis c'est là que le programme tente d'intervenir. Donc, au Canada, pour ce qui est de la gestion de l'eau et puis de la cartographie des zones inondables, c'est de juridiction provinciale territoriale. Ceci dit, le gouvernement fédéral a quand même, au cours des années, eu plusieurs programmes pour venir bonifier ou appuyer les activités qui se font au niveau des provinces et territoires. Parmi ces programmes-là, il y a entre autres le Flood Damage Reduction Program. Je m'excuse pour les noms de programmes en anglais. C'est ce qui est couramment utilisé, là. Mais ce programme-là avait été établi dans les années, fin des années 70 jusqu'aux années 90. Puis par la suite, on a eu plusieurs autres programmes qui n'avaient pas nécessairement la même portée, qui sont ou bien en cours en ce moment, qui viennent de se terminer ou qui viennent de commencer. Mais vraiment, les activités les plus importantes ont été faites au cours des années 70-90. Puis, ce qui fait qu'on se ramasse un peu avec un héritage de données qui est problématique à plusieurs niveaux. De un, c'est on n'a pas nécessairement une couverture complète. De deux, les données commencent à dater un peu et puis on le sait bien là, avec les nouvelles réalités environnementales et climatiques, on ne peut plus nécessairement se fier sur l'évaluation qui avait été faite dans ces années-là. Euh, et aussi, on a des problèmes juste à essayer de retourner aux sources de données qui avaient été utilisées. On a un certain manque au niveau de, de de la rétention d'informations qui avait été faite pour le développement de ces produits-là. Puis pour le reste, comme je dis, ça avait pas, on n'a pas la même portée, donc on fait un petit peu de, de- de- d'ajustement à la pièce où on vient essayer de faire du patchage. Donc on n'a pas, on a quand même pas la vue d'ensemble qu'on voudrait avoir pour l'entièreté du pays. Ce qui a poussé le gouvernement fédéral à signer le mandat à Ressources naturelles Canada de développer ou de venir compléter la cartographie des zones inondables pour l'ensemble du Canada.
beau défi. Euh, ce mandat-là se retrouve à être la responsabilité, ou en grande partie, du Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre. Donc, pour ceux qui nous connaissent, je pense qu'on est quand même relativement bien connus à l'intérieur du Canada. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est quand même un gros centre d'expertise en géomatique d'environ 225 employés. On génère environ 40 publications scientifiques par année, puis on maintient environ 80 euh, produits géospatials euh, dans nos ensembles de données qu'on partage par la suite sur nos plateformes comme OpenMaps puis la plateforme géospatiale fédérale. À l'intérieur de ce groupe-là, donc c'est pas le centre au complet qui se penche directement sur la cartographie des zones inondables, quoique tout le monde a un certain rôle à jouer au niveau géomatique, mais on a une équipe qui a un, qui a un- qui a un focus un peu plus important sur ces questions-là, qui est l'équipe des données fondamentales et de la cartographie des zones inondables, qui est justement sous la responsabilité d'Alexandre. Donc, nos objectifs principaux, c'est l'acquisition de données fondamentales en vue de venir répondre aux priorités gouvernementales. Donc, dans ce cas-ci, la cartographie des zones inondables. L'acquisition d'informations sur le risque des inondations au travers le Canada. Le développement d'outils pour pouvoir utiliser ces données-là et puis en dériver de l'information euh, utile pour la prise de décision. L'établissement de normes pour l'acquisition et la cartographie de ces informations-là. Et puis le développement de partenariats avec des intervenants euh, pour, de façon à obtenir leurs besoins, maximiser, mais aussi pour maximiser la portée et puis l'impact de nos projets. Parce qu'on est coup sur nos partenaires pour être en mesure de produire ce qu'on a à faire. Donc, ça a été un petit peu une longue introduction, là, mais là, je commence à rentrer un peu plus dans le cœur de nos activités. Quand on parlait donc, un des points que je soulevais, c'était l'identification de zones à risque. Pour ça, on a différents projets, mais un qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on a fait la vectorisation des cartes qui avaient été produites par le programme FDRP. Donc, c'est environ 2000 cartes qu'on a numérisées puis qui sont maintenant accessibles au travers de la PGF. En lien un peu avec ça, on est aussi en ce moment en train de travailler sur le développement d'un schéma de données pour la représentation de ce risque-là, mais de façon conforme à l'entièreté du Canada. Un peu le problème qu'on a eu qu'on a eu dans le passé, qu'on continue d'avoir, c'est le manque de normalisation dans les produits de cartographie de zones inondables. Un des efforts qu'on essaie de faire, c'est justement d'apporter une certaine normalisation dans la représentation de ce risque-là pour qu'on puisse avoir une meilleure représentation entre les différentes juridictions des risques réels des inondations. Donc, ça, c'est encore là, c'est pour venir appuyer euh, le profil de risque canadien pour les inondations. Au niveau des données fondamentales qu'on développe, on a un peu comme deux pans. Là, je vais parler du réseau hydrographique national, qui est, vous vous en doutez certainement, pour des applications hydrographiques, pour des applications de cartographie de zones inondables. Obtenir un réseau hydrographique, c'est un petit peu à la base là, des activités. Un des problèmes, par exemple, qu'on a avec le réseau actuel, c'est que la spécification avait été écrite en 2004.
Ce qui apporte plusieurs problèmes, c'est notamment c'est très lourd à gérer. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs applications que nos partenaires aimeraient avoir ou que les utilisateurs aimeraient avoir qui ne sont pas directement supportées par le modèle de données actuel. Donc, il y a beaucoup de manipulation de données puis de modifications à faire pour qu'eux puissent arriver à quelque chose d'utilisable. Donc, on est en train de regarder des différentes options pour développer un nouveau modèle de données qui répondrait un peu plus aux, euh, aux demandes de ces utilisateurs-là. Puis, ce modèle-là pourrait s'appuyer, entre autres, sur le Common Hydrology Feature Model, un modèle qui a été en partie développé par du monde à RNCAN, qui s'appuie essentiellement sur le Graph Theory, qui est le même, les mêmes principes que, par exemple, Google utilise pour le réseau routier puis pour l'analyse de réseau routier. Ce que ça nous permet de faire, ce modèle-là, c'est de facilement identifier, par exemple, des points en amont d'un certain point identifié. Donc, par exemple, si on donne un certain emplacement, on est capable d'obtenir le réseau qui sera en amont de ce point-là, mais aussi la zone d'écoulement. Puis un peu la vision qu'on a ou le rêve qu'on a, c'est de pouvoir, à partir de ce nouveau RHA, pouvoir lier d'autres sources de données externes qui ne sont pas nécessairement directement gérées par RNCAN, mais qui seraient accessibles via, entre autres, le Linked Open Data, pour pouvoir bonifier les requêtes qu'on fait à partir du RHNV2. Donc là, j'ai par exemple mis une des choses qui serait envisageable, ce serait par exemple de venir faire des interrogations sur les stations hydrométriques qui seraient liées à l'intérieur ou qui pourraient être liées au RHNV2. Donc, c'est le genre d'application qu'on envisage qui pourrait être possible avec le développement d'un modèle qui est un peu plus conforme à ce que nos utilisateurs s'attendent. Le deuxième pan des données fondamentales, c'est tout ce qui découle des, euh, euh, des données d'élévation. J'ai vu, là, j'ai des collègues, plusieurs collègues là, en ligne. Là, j'espère que je vais leur faire honneur. Ils sont totalement impliqués à l'intérieur de ces projets-là que moi, mais leur travail est quand même euh, essentiel à tout ce qu'on fait pour la cartographie des zones inondables. Donc, toute la stratégie nationale d'élévation, essentiellement, ce qu'on tente de faire à ce niveau-là, c'est d'obtenir des données d'élévation pour l'entièreté du Canada qui sont à haute résolution, de façon à venir appuyer les analyses, non seulement pour la cartographie de zones inondables, mais bon, c'est le sujet qui nous intéresse là, à l'instant, mais aussi pour d'autres applications. Il y a un peu comme deux volets à cette stratégie nationale d'élévation-là. Principalement, il y a tout ce qui est des acquisitions LIDAR, mais vous en doutez certainement, c'est pas envisageable de pouvoir faire ça à l'échelle du Canada. Ce serait trop coûteux. Donc, on se concentre sur les acquisitions principalement dans le sud du pays. Et puis le nord du pays est couvert avec des données dérivées de d'imagerie couple stéréo. Sauf à l'exception de dans certaines circonstances, on va aussi avoir des acquisitions LIDAR dans le nord du pays quand il y a, par exemple, des opportunités de partenariat avec, par exemple, les territoires du Nord-Ouest. On avait une entente, je crois que c'était cet été, pour venir un peu bonifier les acquisitions qu'ils faisaient dans le cadre de travaux d'infrastructure pour justement venir couvrir certaines zones qu'on voudrait éventuellement, pour lesquelles on voudrait éventuellement faire de la cartographie de zone inondable.
Ça ici, c'est un peu un aperçu des données qui sont des données LIDAR disponibles. Et ce que je voulais dire, peut-être avant de juste passer aux prochaines présentations, c'est que, ou en fait, on va, on va y aller, c'est euh, notre stratégie, ou en tout cas une des approches qu'on préconise beaucoup pour, euh, pour pouvoir obtenir de la donnée, c'est le partenariat avec les provinces et territoires. Puis principalement, une des choses qu'on offre, c'est des services. Par exemple, eux vont nous donner accès à leurs données pour qu'on puisse la rendre accessible ensuite via nos plateformes OpenMaps et FGP, en échange de, par exemple, les supporter avec leurs besoins d'acquisition ou encore pour faire du traitement de données. Donc, on a une équipe qui s'occupe de développer des approches pour la classification de points de cloud. Puis aussi pour faire de l'extraction d'éléments à partir de données LIDAR. Donc, on a entre autres un projet qui extrait les, les bâtiments à partir des données LIDAR. Puis ça, je vais revenir un petit peu dans quelques instants là-dessus. Mais on a aussi un autre projet pour faire de la détection de brèches automatique. Pourquoi est-ce qu'on fait de la détection de brèches? Ben, c'est assez simple. C'est que si on regarde, par exemple, les modèles numériques d'élévation, euh, si on fait pas de modification si on fait pas de modification sur ces données-là, on n'obtient pas un écoulement réel. Donc, on a besoin de faire de la détection de brèches pour être capable de venir brûler ces brèches-là à l'intérieur du modèle numérique d'élévation pour obtenir un DEM hydrologiquement conforme. On voit un petit peu le problème si on regarde, si on regarde par exemple une analyse d'écoulement entre un DEM original puis un qui a été avec lequel on est venu brûler les brèches. On se rend compte que si on ne fait pas ce travail-là, ben, on n'obtient pas une donnée qui est pertinente pour le type d'application qu'on souhaite faire. Donc, une fois là, j'ai passé au travers de plusieurs projets, mais le but un peu, c'est de pouvoir venir faire de la... comme je disais, on a un objectif assez précis qui est de la modélisation, ou pas nécessairement de la modélisation, mais qui est de venir supporter de la cartographie d'inondation. Et on combine un peu toutes ces parties-là pour pouvoir arriver à supporter des applications comme de la simulation de plaines inondables, de zones inondables. Puis on a entre autres un projet de, de simulation à partir du modèle HAND qui est un Height Above Nearest Drainage, qui est un modèle assez simplifié là, de carte d'inondation. Donc, on met un peu toutes nos données dans un environnement cube, puis on est capable de faire des simulations comme vous voyez à l'écran. Puis ça, c'est une comparaison, par exemple, entre notre simulation dans l'environnement cube de données, puis une photo qui a été prise dans la région de l'Outaouais pour les inondations, les récentes inondations. Si on pousse ça un petit peu plus loin, on est capable de faire différentes simulations pour différents niveaux d'eau. Puis, si on combine ça avec avec les bâtiments qui ont été extraits, ben là, on commence vraiment à voir qu'on est capable d'extraire de l'information qui est assez intéressante.
Et là, je conclus là-dessus, là, mais le but un peu, c'est par la suite, on a aussi un but de normaliser toutes ces ou d'apporter une certaine normalisation à ces activités-là. Principalement pour l'acquisition de données, on a entre autres des guides d'orientation pour l'acquisition de données d'art dans le cadre dans le cadre de la cartographie de zones inondables. On a aussi des guides d'orientation pour faire de la cartographie de zones inondables. Puis notamment à l'intérieur de ces guides-là, il y a les descriptions de l'approche HAND et puis pour la diffusion des données. Donc, en gros, puis j'espère que le message, j'ai bien convoqué ce message-là, c'est qu'on a des activités sur plusieurs facettes. Puis ces facettes-là, c'est sur l'acquisition des données, donc l'acquisition de données fondamentales, l'acquisition de données pour venir informer notre profil de risque, donc qui nous permet de cibler où on veut faire où on devrait concentrer nos efforts. Le développement de standards pour obtenir des données qui sont interopérables, mais aussi qui sont utilisables pour différentes applications. Et sur le développement de partenariats avec avec les différents intervenants clés, parce que, un peu comme je l'ai dit, pour les activités, on n'est pas à la base on ne travaille pas seul sur le développement de ces applications-là. On travaille de façon collaborative avec les différents intervenants. Puis tout ça. Puis pour tout ça, dans le fond, on vient avoir un impact sur les différentes facettes de l'atténuation de risque et puis la diminution de risque liée aux inondations pour les inondations. Ça faisait un très court aperçu de nos différentes activités. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, même si, comme je disais au début, c'était un survol très rapide de plusieurs activités, puis je ne suis pas allé en détail pour chacune d'entre elles. Mais j'espère que ça vous donne un peu quand même un aperçu de tout ce qui est nécessaire quand on veut justement venir attaquer des problèmes de ce type, surtout à une échelle qui est nationale. Donc, merci. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. OK, parfait. Merci beaucoup pour la présentation. Je pense qu'il y a certains commentaires dans les chats que tu peux aller voir après. Là. Sinon, les questions, comme je l'ai dit, là, on va les répondre à la période des résultats vers 17h. Donc, je vais juste passer un petit message avant de faire appel à notre prochaine conférencière. Donc, dans les chats, on voit qu'il y a des questions qui sont en lien avec l'enregistrement de la séance. Donc, les présentations sont enregistrées et seront publiées sur notre site web. Lorsque ça sera fait, nous publierons l'information sur l'événement Facebook, si tout va bien.